Donc, nous recevons maintenant notre collègue sénatrice, Madame Nathalie Goulet, à qui je souhaite évidemment la bienvenue. Chers collègues, vous êtes l'auteur, avec notre collègue Carole Grandjean, qui est d'ailleurs vice-présidente de notre commission d'enquête, d'un rapport sur les fraudes aux prestations sociales remis à l'automne dernier. Ce rapport est le résultat d'une commission que vous avez confiée en 2019, le Premier ministre, la ministre des Solidarités et de la Santé et le ministre de l'Action et des Comptes publics. Je rappelle que cette mission s'inscrivait dans un contexte d'attention renouvelée à la lutte contre la fraude qui constitue, il faut bien le dire, depuis 2010, un objectif de valeur constitutionnelle. Votre mission préconise notamment de consolider la culture de la lutte contre la fraude aux prestations sociales, compte tenu des importantes différences d'implication sur ce sujet entre les organismes, tant au niveau des engagements exprimés que des moyens qui sont alloués pour cette lutte. Vous mettez l'accent sur l'importance de la politique de prévention, meilleur axe de lutte contre les fraudes, effectivement, meilleur axe dans la mesure où ça permet de les éviter. Le rapport précise également qu'il n'a pas été matériellement possible de procéder à un chiffrage du montant de la fraude aux prestations sociales et que ce chiffrage aurait été sans doute inopportun, avec le risque que des polémiques relatives au montant de la fraude n'obèrent le fond du rapport et de ses propositions. D'ailleurs, le rapport a également été présenté ici à l'Assemblée nationale et nous sommes un certain nombre à être intervenus en ayant insisté sur le fait qu'on était un peu surpris du manque de collaboration d'un certain nombre d'acteurs, alors que vous aviez une triple mission, Premier ministre et deux ministères quand même très importants. Je vous rappelle que nous avons décidé de rendre publiques nos auditions. Ça ne soyez donc nullement étonnés. Tout est diffusé par le site internet de l'Assemblée nationale, aussi bien en direct qu'en interrogation possible par la suite. Je vais évidemment laisser la parole à Madame Goulet pour une intervention liminaire d'une durée de 10 minutes qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses. Et je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative cette fois-ci au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, Madame la sénatrice, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie et vous avez bien entendu la parole. Et puis dans un second temps, je passerai évidemment la parole à notre rapporteur et puis aux collègues qui souhaiteront la prendre pour échanger avec vous. Je vous en prie, Madame Goulet. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. D'abord, je voudrais évidemment vous remercier de m'avoir invité, remercier le groupe UDI, Agir UDI, d'avoir choisi ce sujet pour son droit de tirage. Je dois dire qu'avec Carole Grandjean, à part quelques légères différences en ce qui concerne notre ancienneté ou notre parcours, nous n'avons eu aucune divergence dans le traitement des auditions. Et vous avez signalé tout à l'heure opportunément que nous n'avions pas eu de moyens, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque l'épais rapport que vous avez là, et qui est le rapport relatif à nos travaux, comporte un certain nombre d'auditions sténotypées que j'ai payées avec mon indemnité de frais de mandat. J'ajoute que tardivement, le gouvernement nous a envoyé une IGAS qui ne connaissait strictement rien à la fraude. Carole Grandjean et moi avons considéré qu'il valait mieux être seul que mal accompagné. Et donc, nous avons considéré que ce n'était pas la peine qu'elle soit là, puisque de toute façon, on avait déjà largement engagé nos travaux. Ça, c'est pour le contexte, si vous voulez, qui est quand même assez délicat compte tenu du sujet. Alors, je voudrais simplement vous dire qu'en ce qui concerne l'opportunité de chiffrer, ce mot provient d'une interview qu'avait donnée Carole Grandjean. Moi, je trouve que c'est très opportun, au contraire, de chiffrer, mais qu'il ne nous a pas été possible matériellement de le faire, ce qui n'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc, encore une fois, j'ai relevé quelques points. La première chose qui me semble très importante, c'est les dossiers de fraude documentaire. Les dossiers de fraude documentaire sont des dossiers qui sont complètement sous-évalués, à mon sens, voire ridiculisés.
Je ne voudrais pas revenir sur l'audition de la directrice de la sécurité sociale de la semaine dernière, parce que je pense qu'on y reviendra. Mais je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que de très nombreux documents venus d'assemblées multiples, de l'UNICEF, de l'Union interparlementaire, de l'Assemblée de la francophonie, dont je vous ai amené évidemment quelques copies si vous en aviez besoin, attestent que, notamment en Afrique, plus de 230 millions d'enfants n'existent pas, qu'au Burkina, il n'y a pas d'état civil, je ne sais plus, au Sahara, il y a aussi les enfants fantômes d'Afrique, apatrides de demain. Donc vous avez notamment dans l'Afrique de l'Ouest énormément de problèmes d'état civil. Il y en a aussi en Asie centrale et aussi à l'Est, avec des états civils qui n'existent pas. Tout ça pour vous dire que le jour où ces jeunes ont besoin de voyager, on leur donne, soit par un jugement supplétif, soit à un endroit ou à un autre, une identité, etc. Et que, évidemment, l'autorité qui délivre l'autorité entre guillemets qui délivre l'acte dans des conditions difficiles, leur donne une identité qui est loin d'être certaine et qui ne correspond absolument pas aux critères qui sont les nôtres. Avec le groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest, on a monté quelques coopérations avec mon collègue André Reichart, notamment au Burkina Faso, pour essayer de monter un état civil convenable. Donc ce problème de fraude documentaire est à prendre très très au sérieux. Sans compter l'identification qui se fait, je crois, sur 5 ou 6 lettres. C'est-à-dire que, soyons clairs, vous écrivez Nathalie avec un H, vous l'écrivez sans H, vous l'écrivez avec un Y, vous l'écrivez sans Y. Et évidemment, le système ne fonctionne pas exactement comme il devrait. Donc ça, c'est pour le premier point qui me semble vraiment important, c'est les problèmes d'état civil qu'on retrouve évidemment, alors cette fois, dans l'inscription des étrangers en France et du Sandia, qui évidemment fait couler énormément d'encre. Le problème des jugements supplétifs, parce qu'évidemment, l'autorité qui ne correspond pas à la nôtre, qui a donné un acte d'état civil, qui a émis un acte d'état civil à qui nos services vont demander de justifier, vous pensez bien que l'autorité, entre guillemets, qui a émis l'acte, ne va pas se déjuger, et que donc on se retrouve dans une situation de fragilité en termes d'identité qui nuit évidemment à nos services. Je vous encourage de ce point de vue-là à aller visiter à Logne le service de la PAF, qui est chargé précisément de la lutte contre la fraude documentaire, qui me semble, c'est le bureau des légendes. Vous allez voir, c'est formidable, les spécialistes sont formidables. Et puis, un problème très sérieux qu'on ne prend pas au sérieux, c'est que la définition de l'identité de la PAF n'est pas la même que celle du Sandia, qui, de ce point de vue-là, montre un laxisme tout à fait spectaculaire, sur lequel j'espère que vous aurez plus de renseignements que nous n'avons pu en avoir. Sur les moyens de lutte, allons directement à l'essentiel. Un des points qui me semble, moi, très important, c'est l'absence d'échange de données entre les services, une espèce de tuyau d'orgue entre les administrations. Carole Grandjean a légitimement, je pense, souvent appuyé ce point. La Banque centrale, la Banque Carrefour de sécurité sociale en Belgique correspond absolument à ce qu'il faudrait mettre en place, c'est-à-dire, dites-le nous une fois, un partage de données sans stockage des données, c'est-à-dire respect de la vie privée, etc. Parce que, évidemment, vous comprenez bien, nous n'avons pas, par exemple en France, de domicile social. Donc, vous pouvez être célibataire dans le Nord, chargé de famille dans le Sud, en concubinage à Marseille, et personne ne le sait. Et donc, l'idée, c'était de faire coïncider l'espèce de domicile fiscal à un domicile social. Le professeur Bargeton, qui est professeur de droit social à l'université, considérait que ce n'était pas une mauvaise idée de faire coïncider ce domicile fiscal avec le domicile social, surtout quand on sait que, notamment, les départements ne communiquent pas entre eux, parce que ça, ce serait trop simple. Donc, dans les moyens de lutte, il y a urgemment, et je pense que vous démarriez vos travaux à la suite du dur labeur que nous avons fait pendant l'été avec nos petits doigts boudinés, parce qu'il n'y avait personne pour taper, hein, donc c'est bien de ça dont il s'agit, vous permet d'aller directement à la Banque Carrefour pour arriver le plus vite possible à l'idéal. Et puis après, on voit comment on monte en puissance. Après, vous avez un exemple pendant nos auditions,
je ne me souviens plus laquelle, de quelqu'un qui nous a expliqué qu'un individu avait reconnu 70 enfants. C'est quand même aux 70 qu'on l'a topé. Ça veut dire simplement que ça fait 70 enfants reconnus qui sont donc enfants français, dont la mère devient parent d'enfants français. Ça veut dire que tout le monde passe évidemment au distributeur. Tout ça sont des réseaux organisés. Et j'aurais dû commencer par cela. La fraude sociale n'est pas une fraude de pauvres. C'est pas une fraude de pauvres, c'est une fraude. Bonjour Carole, je viens de dire beaucoup de bien de toi. N'est pas une fraude de pauvres, c'est une fraude organisée. C'est une fraude organisée, et donc, évidemment, dans les moyens de lutte, vous avez la Banque Carrefour de Sécurité sociale, qui est l'exemple, puis vous sortez de l'audition de M. Gracieux, qui a été une lumière dans la nuit de nos auditions. Ensuite, vous avez évidemment la coopération entre les départements qu'il faut mettre en place, les CODAF, et puis la Cour des comptes, sur lesquels on pourra, je pense, travailler. Puis, quand vous descendez, vous avez aussi le problème des cartes vitales. Donc, la semaine dernière, vous avez auditionné Madame Mathilde Lelouvignot, qui, devant vous, reconnaît 2,5 millions de cartes en trop, qui le lendemain en a 600 000. Je pense qu'elle n'a pas fait l'ENA, qu'elle a fait Poudlard, l'école de Harry Potter, parce que je ne vois pas comment elle a fait pour faire disparaître aussi vite 2 millions de cartes vitales. Nous, d'après les comptes très sérieux que nous avons établis sur la base des documents eux-mêmes, des documents fournis par les administrations, hein, voilà, on en avait 5 millions. 5 millions, 5 millions de cartes en trop pour la population de 16 ans et plus, et à peu près 2 millions de cartes en trop pour 12 ans et plus. Je ne connais pas beaucoup d'enfants de 12 ans qui ont une carte vitale. Je pense que vous aurez les moyens, vous, avec votre commission d'enquête, de savoir exactement combien il en a été émis. Donc là aussi, il y a une aberration complète qui doit venir en ligne directrice. Je surveille l'horloge, en ligne directrice, qui est le fait que le terminal de l'assurance maladie, parce qu'évidemment la sécurité sociale, c'est évidemment beaucoup de secteurs, mais l'assurance maladie, le terminal de l'assurance maladie n'a aucun lien, par exemple, avec le service des étrangers au ministère de l'Intérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de coïncidence entre le droit du porteur et la vie de la carte. Vous êtes un étudiant Erasmus, je ne parle pas de celui qui a été arrêté à Marseille la semaine dernière, bien sûr, qui doit avoir une carte vitale d'ailleurs, même s'il est criminel de guerre. Non, vous êtes un étudiant Erasmus, vous avez une carte vitale, elle n'est pas limitée à la durée de votre contrat Erasmus. Ça veut dire que dans le meilleur des cas, vous la rendez, vous la perdez, ou vous la passez à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coïncidence. C'est de la même chose avec les travailleurs qui viennent du monde entier en France. Le temps de leur contrat de travail, ils ont une carte vitale, c'est tout à fait normal. Simplement, quand leurs droits cessent sur le territoire, à ce moment-là, il faudrait quand même un petit bip au niveau du terminal de la carte pour arrêter les droits. Ben oui, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et ils ont beau... Voilà, alors, toutes les excuses sont bonnes, évidemment, c'est compliqué, le système est lourd, etc., etc., etc. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Et la réalité aussi, c'est que personne ne met jamais le nez dans... Et dans tous les cas, on se trouve devant un mur. Je voudrais quand même, sur cette histoire de carte vitale, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, vous indiquez que en 2013, un rapport IGAS-IGF, hein, donc ça ne vient pas de nos sens abusés, qui est le rapport de M. Ravignon, présentement maire de Charleville-Mézières, donc il est identifié, 3 IGAS, 3 IGF. Bon, il faut considérer que c'est sérieux. 7 750 000 cartes en trop. 7 760 000 cartes en trop. Voilà, page 9 du rapport. C'est un rapport de 2013, IGAS-IGF. Il est encore disponible. Alors peut-être qu'après l'audition, il ne le sera plus. Enfin, on en a quelques copies, donc on en a gardé précieusement. Bon, ça veut dire que ce problème de carte en surnombre, ce n'est pas une nouveauté. Ça veut dire aussi que le directeur de la Sécurité sociale, à cette époque, n'a pas fait grand-chose pour arrêter cette hémorragie. Voilà. Donc ces cartes en surnombre, c'est pas une hémorragie. Donc tout le personnel entre les caisses, l'INSEE, parce que là aussi, le mail de Aurélien, là aussi on a eu des choses extraordinaires, des gens qui étaient incapables de nous répondre pendant les auditions et qui nous ont envoyé ensuite des documents qui étaient pour le moins étonnants. Bon, c'est un peu ce qui s'est passé la semaine dernière chez vous d'ailleurs.
Voilà, on a reçu un mail notamment de M. Ourlia, qui figure à nos dossiers, qui est à l'INSEE, qui nous a expliqué qu'il y avait des présumés morts, des présumés vivants. Enfin, je tiens le document à votre disposition, je ne vais pas le lire maintenant, ce serait trop long. Enfin, tout ça n'est pas très sérieux. Alors, les bons et les mauvais élèves, la CAF, manifestement, fait beaucoup d'efforts. La MSA fait beaucoup d'efforts. Dans les mauvais élèves, on a la CNAM, pour plein de raisons, et puis la CNAV, avec tous les programmes de retraite dont on parlera, je pense tout à l'heure. Donc, la mauvaise volonté des services, oui. Pas de rapprochement entre les fichiers. Et Carole Grandjean a fort opportunément fait voter un amendement qui est devenu l'article 80 de la loi de finances de sécurité sociale, sur lequel j'ai déjà posé une question écrite pour savoir quels moyens avaient été mis à disposition, parce qu'on a quand même considéré qu'après le mail de l'INSEE nous disant qu'il y avait 1 500 000 centenaires réputés en vie, n'est-ce pas, dans le cadre de l'INSEE, dans le cadre de la CNAV, et 1 500 000 pour le Sandia, c'est-à-dire dans le cadre de la CNAV, c'est les gens qui sont nés en France, dans le cadre du Sandia, c'est ceux qui sont nés à l'étranger. Moi, je ne connais pas des gens qui sont présumés en vie ou qui sont réputés en vie, je connais des gens en vie ou des gens vivants, je connais des gens qui sont enceintes ou qui ne le sont pas. Je veux dire, vous êtes en vie ou vous êtes mort, vous n'êtes pas présumé ou réputé en vie, ça n'existe pas. Eh bien si, à l'INSEE, ça existe. Et quand on leur met le doigt dessus, là, on a un communiqué vengeur de toutes les trucs disant qu'on avait dit des bêtises. Alors, je vous indique que la conférence de presse du 5 septembre que nous avons menée ensemble, ou du 3 septembre, est en ligne, parce que voilà, et que vous pouvez vérifier. On n'a jamais dit qu'il y avait 84 millions de cartes vitales, que tout ça est une invention qui n'a jamais été... On n'a jamais dit ça. En revanche, on dit que les fichiers sont mal tenus. Et c'est la raison pour laquelle Carole Grandjean a pu, puisque malheureusement, nous n'avons pas voté la première partie de la loi de finances de sécurité sociale, c'est la raison pour laquelle Carole Grandjean a fait voter cet amendement qui permet aujourd'hui, enfin qui devrait permettre, si les moyens y sont mis, parce que là encore, il faut voir comment ça va se passer, de faire le point. Voilà, Monsieur le Président, je ne voudrais pas aller plus loin. Je vais attendre vos questions. Restent les pouvoirs des consulats. Bon. Des morts vivants et des veuves joyeuses. Et là, très franchement, il y a beaucoup de travail à faire. Encore une fois, la fraude aux finances publiques, et notamment la fraude sociale, je le répète, ce n'est pas une fraude de pauvres, c'est une fraude en réseau qui organise et qui sont extrêmement bien organisés, parce que nos systèmes en tuyaux d'orgue sont extrêmement favorables à la fraude. Et la mauvaise volonté, pour des raisons aussi... je suis sous serment, donc il y a quand même un peu de conflit d'intérêts. Si vous cherchez qui était directeur de la Sécurité sociale en 2013, vous allez trouver qui était directeur de la Sécurité sociale en 2013. Et vous allez comprendre que ça pose un peu de problème. Et puis, Madame Leloup était aussi directrice de l'assurance maladie, etc. Monsieur Tavernier à l'INSEE faisait aussi partie du même genre de cabinet, tout le monde était travaillé ensemble. Je crois qu'à un moment, il va falloir quand même que ces gens s'expliquent. Moi, je suis directeur d'un service ou d'une entreprise privée, j'ai 7 millions de cartes en trop dans mon système, je m'interroge. Apparemment, ça ne les a pas beaucoup empêchés de dormir. Voilà. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Alors, je vais évidemment passer la parole à notre rapporteur. Simplement deux rapides questions, mais vous pourrez répondre en même temps que vous répondrez à celle du rapporteur. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles sont, d'après vous, les raisons pour lesquelles vous n'avez pas pu procéder au chiffrage dont on parlait tout à l'heure? Quels sont les freins que vous avez rencontrés? Et puis, d'autre part, quels sont, d'après vous, comme vous avez une expertise avec Madame Grandjean sur le sujet, quelles sont les principales sources de fraude aux prestations sociales? Mais je passe sans tarder la parole à notre rapporteur. Je vous en prie, Monsieur Brindot. Bon, j'imagine qu'il y aura beaucoup de collègues qui souhaiteront également poser des questions à Nathalie Goulet, donc je vais essayer d'être court et en disant en propos liminaire qu'effectivement c'est le sentiment d'inachevé du rapport qui a été fourni par Nathalie Goulet et Carole Grandjean sur le chiffrage, mais pas seulement, sur les méthodes et sur l'absence de réelle coopération d'un certain nombre d'organismes publics
qui ont fait que nous avons souhaité créer cette commission d'enquête pour aller plus loin et peut-être pour apporter des réponses à des questions que vous avez vues, mais pour lesquelles vous n'avez pas pu avoir ses propres réponses. Je vais rentrer un petit peu dans le détail sur quelques points qui ont été évoqués, qui sont effectivement la base de la problématique de la fraude. Sur la fraude documentaire, vous nous dites qu'il existe aujourd'hui une définition différente de l'identité de la police de l'air et des frontières et du Sandia. Est-ce que vous pourriez expliciter ce point? Sur la question des centenaires réputés en vie, 1 500 000 € au sens 1 500 000 pardon, au sens de l'INSEE. Quelle réalité ou absence de réalité cela ça couvre? Ce sont des centenaires qui sont présents, vivants ou réputés vivants en France, ou bien ce sont la masse des centenaires qui font l'objet de prestations sociales par des organismes divers. Et puis, dernier champ de questions, quelle appréciation portez-vous sur le fait, j'imagine que la question des cartes vitales va revenir, donc je ne vais pas le faire, je vais le faire de manière plus globale. Quelle appréciation portez-vous sur le fait que, à plusieurs reprises, dans le cadre de votre travail et à la suite, dans le cadre du rapport, vous faites état du fait que des chiffres produits par la Cour des comptes sont très souvent contestés par les organismes sociaux de référence de ces propres chiffres. Quelle appréciation avez-vous? Quelle réalité ça a représenté dans votre rapport? Madame la sénatrice, je vous en prie. Et puis ensuite, on laissera les collègues aussi poser quelques questions. Je vous remercie. Alors, sur les raisons du blocage, puisque, encore une fois, il faut pouvoir... Il n'y a qu'à faut que. Il faut rentrer dans le système. Il faut que les caisses, alors l'assurance maladie, la vieillesse, parce que tout le monde mélange un peu tout, le Sandia, les émigrés, etc. Alors, je voudrais faire une toute petite parenthèse, une seconde, en disant que, évidemment, ça stigmatise. Forcément, il y a des travailleurs étrangers en France, ils ont évidemment des droits, il faut les respecter, etc. Et qu'il n'est pas question de stigmatiser quoi que ce soit. Et donc, je crois qu'il y a une espèce de peur révérentielle de prendre en main ce sujet. Et je suis contente que Carole Grandjean soit arrivée, parce que comme ça, je vais pouvoir le dire devant elle, comme on l'a dit régulièrement, actori incubit probatio, voilà. Il faut quand même rendre hommage à ce gouvernement d'avoir nommé cette mission. Alors, où ils nous ont nommés pour nous faire taire, ça n'a pas très bien marché. Où ils nous ont nommés pour avoir quand même des éléments. Et moi, j'ai le sentiment qu'avec le rendez-vous qu'on a eu avec Agnès Buzyn au moment du dépôt du rapport, c'était plutôt pour avoir des solutions. Parce que quand même, personne ne l'avait fait jusque-là. Vous venez d'entendre M. Gracieux. C'est pas les dossiers de l'IGAS qui manquent, c'est pas les suggestions qui manquent. Tout le monde fait un petit tour à la banque Carrefour de sécurité sociale, mais personne n'en tire la moindre conséquence, alors que franchement, c'est quand même le sujet. Donc, je crois qu'il y a cette crainte référentielle, parce qu'évidemment, il y a des problèmes liés à un problème sociologique de la fraude, c'est évident. Et puis, deuxièmement, il faut pouvoir pénétrer le système. Parce qu'il faut, quand Madame Lignot-Leloup nous explique qu'il y a plus que 600 000, qu'ils ont grillé, c'est ça qu'elle a dit, à peu près 830 000 cartes en quelques jours. Bon, bravo pour l'autodafé. Enfin, il faut qu'elle nous donne les noms. Il faut qu'on vérifie dans les ordinateurs s'il y a eu des tirages, parce que les cartes sont actives. Ce que nous a dit la Sécurité sociale et ce qu'avaient dit les services au moment du rapport de Van Nierenberg, dont on parlera peut-être à un moment ou à un autre, c'est un détail de l'histoire, c'est qu'il y avait 59,4 millions de cartes actives. Actives, ça veut dire qui donnent des droits, n'est-ce pas? Bon, il faut savoir sur ces 830 000 cartes ce qui a été tiré comme prestation là-dessus. C'est ça l'histoire. Il faut savoir ce que ça... Parce que 830 000 cartes de brûlées, très bien, enfin de détruites, très bien, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme tirage là-dessus? Et ça, nous, on n'a pas pu. Alors, vous avez ici ou là 5 ou 6 questions écrites, 2 ou 3 questions d'actualité que j'ai posées à chaque fois sur lesquelles on n'a jamais eu de réponse. Mais enfin, il faut pénétrer le système. Et je pense qu'en ce moment, avec votre commission d'enquête, ça doit quand même mouliner là-bas, notamment au Sandia, ça doit quand même mouliner pour voir un peu ce qui se passe. Donc voilà la raison pour laquelle, moi, à mon avis, il y a eu des blocages. Ils sont sociologiques, ils sont politiques, ils sont... ne nous dérangez pas pendant la sieste, ça fait 30 ans qu'on travaille comme ça, je vois pas pourquoi vous venez de nous poser des questions. Nous, on est là pour donner des prestations et pas. En ce qui concerne la différence entre la PAF et
et le Sandia, puisque c'est de ça dont il s'agit d'une définition de l'article 47 du Code civil. Et là, vous avez l'explication intégrale à la virgule près de l'administration dans le rapport de Jean-Marie von Nierenberg. Je vais vous donner un exemple. Le Guatemala a des actes d'état civil bleu, blanc, vert, avec une petite croix ici. Bien. Vous avez un Guatémaltais qui arrive, il a bleu, blanc, vert, mais il n'a pas de petite croix. Bon. La PAF vous dirait, le document, il n'est pas valable. Ah, le Sandia nous dit, non, mais quand même, ils ont utilisé un papier à lettres ancien. Non, mais quand même, c'est bien, on le prend quand même. Ah ben oui, ben non. Ah ben non. Il manque la petite croix, on le prend pas. Ah ben si, le Sandia le prend. Alors ça, c'est évidemment grossi, c'est effectivement pour faire comprendre le dispositif. Donc en fait, il y a une différence de jurisprudence. Et si la PAF vous donne sa version originale, c'est qu'il y a une souplesse au terme du Sandia, qui d'ailleurs utilise des scanners en noir et blanc, avec des conditions, enfin Carole Grandjean, je parle sous son contrôle, des scans tout à fait illisibles, d'éléments d'état civil. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la dématérialisation favorise la fraude. Donc voilà pour la deuxième question. Donc oui, il y a une différence entre la PAF et il faudrait évidemment aligner sur le régime de la PAF, qui est le bras armé de la lutte contre la fraude documentaire. Et puis, sur l'appréciation du montant, alors encore une fois, alors pourquoi on a fini par pas chiffrer ? Non pas parce qu'à titre personnel, je trouvais ça inopportun, mais simplement parce qu'à force de lancer des chiffres, tout le monde se base sur les chiffres et s'occupe plus du raisonnement. Et moi, je trouve quand même que le raisonnement, il vaut quand même la peine d'être tenu. Bon. Et donc, la Cour des comptes, elle est d'ailleurs critiquée par les caisses, qui n'ont pas de contrôle externe. Il n'y a que la Cour des comptes. Et je dois dire que la Cour des comptes montre aussi une crainte révérentielle à l'égard de ses propres contrôles. Je dois vous dire qu'on a auditionné la Cour des comptes pendant 2h30, qu'on a une audition absolument parfaite qui nous avait beaucoup confortés parce que nous n'étions pas spécialistes de la matière, abordant le sujet, etc. On était arrivés absolument au même diagnostic que la Cour des comptes, qui nous a fait une audition absolument formidable, qui, une fois relue par courtoisie, c'était du Canada Dry, ça avait la couleur d'une audition, l'odeur d'une audition, mais c'était plus une audition, c'était tout à fait autre chose. Voilà. Et je le regrette un peu. Merci beaucoup, Madame la Sénatrice. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout parce que je n'ai pas tout noté. Ah oui, pardon, oui. Ah oui, alors sur les centenaires. Donc, je rappelle brièvement, vous avez deux systèmes pour avoir un numéro de sécurité sociale, un NIR, donc un numéro d'identifiant. Les gens qui sont nés en France sont évidemment enregistrés par l'INSEE. Ceux qui sont nés à l'étranger sont enregistrés avec un numéro 99 dans une annexe c'est la CNAF qui gère, qui s'appelle le Sandia, qui est à Tours. Alors, pourquoi ce différentiel, à mon sens ? D'abord, il y a des décès qui ne sont pas déclarés. Vous avez des gens qui décèdent à l'étranger et qui ne font pas remonter les informations. Vous avez des doubles nationaux. Puis vous avez de la fraude. Il n'y a pas de contrôle. Donc, il y a une société qui s'appelle Excelsium, qu'on a auditionnée et qui est, elle, mandatée par les caisses de complémentaires. Voilà. Par Agir Carco. Et là, c'est absolument formidable parce qu'ils retrouvent 25% de leurs adhérents aussi au cimetière, quoi. Donc si eux les retrouvent au cimetière, voilà. Et alors le problème, c'est que brusquement, quand les gens sont morts, il arrive des veuves pour les pensions de réversion. Tout ça n'est pas très sérieux, tout ça n'est pas très tenu, et tout ça mérite quand même qu'on s'y attelle un petit peu. Très bien, on va poursuivre donc avec les collègues qui se sont manifestés. Donc on va faire une première série de 4 questions. Donc Monsieur Ramadier, Madame Boyer, Monsieur Lozana et Madame Triss. Donc Monsieur Ramadier, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Sénatrice, vous plaidez depuis plusieurs années pour établir une norme pour les actes de naissance de nos partenaires, afin d'éviter de nombreux justificatifs douteux.
Cela permettrait bien sûr d'éviter un bon nombre de fraudes qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de détecter des états civils douteux et je pense que le personnel n'est pas formé. Et je partage votre proposition sur l'uniformisation de nos états civils à l'échelle européenne. Quels sont aujourd'hui les freins à une telle coopération ? Merci beaucoup, Monsieur Ramadier. Madame Boyer, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la sénatrice. Une petite question concernant la fraude documentaire que vous avez évoquée préalablement. Effectivement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait temps de passer à des identifications biométriques parce qu'aujourd'hui, dans tous les sujets et dans tous les domaines, on assiste à de grosses difficultés sur l'identification, pas simplement les actes de naissance, mais tout. Et à partir du moment où une personne est identifiée ici, avoir une identification biométrique, y compris d'ailleurs après pour les preuves de vie, notamment pour les personnes qui sont à l'étranger. C'est ma première question. Et ma deuxième question concerne, ça a été évoqué par monsieur le rapporteur, les cartes vitales, excusez-moi, surnuméraires. Tout à l'heure, vous avez traité de cette question. Néanmoins, je ne comprends pas comment on peut dire qu'une carte vitale est surnuméraire alors qu'elle a servi des prestations. J'aimerais bien qu'on m'explique comment on sait qu'une carte vitale est surnuméraire si elle a servi des prestations. Pour moi, c'est un mystère et j'aimerais bien avoir des explications techniques sur le sujet. Merci. Merci beaucoup, Madame Boyer. Monsieur Lozana, je vous en prie. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Juste deux questions. Tout d'abord, vous avez parlé en préambule beaucoup d'Afrique. Moi, j'aurais souhaité savoir si on peut évaluer ou si vous êtes penché sur ce qui se passe à l'intérieur même de l'Europe. Parce qu'il doit y avoir là aussi des problèmes et je voudrais que vous nous en parliez un petit peu. Et deuxième chose, j'aurais aimé savoir si vous êtes penché aussi sur les fraudes qui peuvent plutôt être localisées dans les départements, puisqu'il y a un rôle social très important des départements, qui sont parfois exploités de manière très hétérogène. Parfois, des gens se plaignent aussi de ne pas avoir les mêmes systèmes d'un département à l'autre. Et puis, vous avez dit qu'ils ne se parlaient pas. Mais est-ce qu'au moins, à l'intérieur des départements, il y a des contrôles ou est-ce que c'est un peu laxe, si j'ose dire? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lozana. Madame Trice, je vous en prie. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame, merci pour cet exposé, parce que au moins on dit les choses et c'est très bien comme ça. J'ai quelques questions très directes aussi à vous poser. La première, concernant les cartes vitales, ça suppose qu'en fait, qu'on mette ou pas la photo sur une carte vitale, c'est pas un problème. Donc, je veux dire, quelque part, c'était un gâchis, une gabégie d'argent pour rien. Donc voilà, donc ça nous a coûté quand même bonbon. La deuxième chose, c'est lorsque j'avais discuté il y a quelques temps de cela avec une responsable de la CAF et que j'évoquais d'éventuelles erreurs, enfin d'éventuelles fraudes, elle m'a tout de suite arrêtée en me disant non, chez nous, on ne fraude pas, ce sont simplement des erreurs et c'est de la bonne foi de la part des personnes qui, en fait, ne savent pas remplir les papiers et il ne faut pas parler de fraudeurs chez nous. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais votre avis. Et puis, lorsqu'on parle avec les personnes lambda, comme ça, dans la rue, enfin, je vous dis entre parenthèses, j'étais travailleur social il y a de ça quelques dizaines d'années, mais on nous dit souvent qu'il y a de la complicité au niveau de ces organismes, au mieux de la non-délation, au pire de la complicité pour que les gens puissent toucher effectivement des prestations sociales qui seraient finalement indues. Donc, j'aimerais également avoir votre avis à ce propos. Merci. Merci beaucoup, Madame Trice. Madame la sénatrice, je vous en prie. Je vais vous demander de bien vouloir m'excuser parce que j'aime bien écouter les questions et du coup, Carole le sait, j'ai du mal à écrire et quand j'écris, j'ai du mal à me relire. Donc, rappelez-moi vos questions si par hasard je manque.
Sur les actes de naissance, les justificatifs douteux, un état civil européen, etc., c'est absolument nécessaire, c'est absolument évident. Je dirais même que c'est même évident en France, parce que vous savez que vous n'avez pas de normes pour les actes d'état civil, en tous les cas pour les actes de naissance. Chaque mairie peut émettre son propre acte de naissance. Vous n'avez pas un CERFA pour les actes d'état civil, ce qui est ridicule, puisque chacun met le logo de la mairie, etc. Donc voilà, oui, il faut prévoir ça. Je dirais, pour répondre un peu en avance, parce que je vais sûrement l'oublier avec ce problème européen que vous soulevez, monsieur, c'est que de la même façon, il faut un FICOBA européen pour pouvoir contrôler les flux financiers, éventuellement la fraude transfrontalière, etc. C'est-à-dire qu'on est au niveau européen, et oui, il faut un acte de naissance qui soit certifié. En tous les cas, pour les pays européens, ça permettrait évidemment d'éviter beaucoup de fraude. En tous les cas, on a vu dans le cours de nos auditions, mais vous l'auditionnerez peut-être, le cachet électronique visible, qui constitue un élément probablement tout à fait déterminant d'une nouvelle technologie. Il y a plein de nouvelles technologies, il faut maintenant s'y atteler. Alors, sur la biométrie. Alors, la photo et la biométrie, si vous permettez, je vais répondre ensemble. Alors, la photo ne sert pas à identifier la carte, curieusement, contrairement à ce qu'on pense, parce que, par exemple, les pharmaciens ou les médecins ne sont pas policiers. Bon. Et en plus, si par hasard ils vérifient, ils peuvent encore prendre un mauvais coup. Bon. Donc, voilà. Mais en revanche, la photo sur la carte, ça a servi d'appropriation de la carte vitale à son porteur. C'est la carte vitale 2. Donc je vous encourage chaudement à voir le GIE carte vitale au Mans et son directeur qui est absolument formidable, et puis d'aller voir l'unité qui les fabrique. Parce que d'abord, ça prend plus de temps à cause de la carte, et en plus, ça ne rend pas plus de services. Alors au Sénat, il y a une proposition LR qui a consisté à faire voter une carte vitale biométrique, que j'ai votée par enthousiasme solidaire, mais qui ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, ce qu'il faut, parce que la biométrie, ça va vous servir à l'identification. Mais pour l'authentification, c'est quand même le terminal dans lequel vous mettez votre carte qui va servir. Et or, les notions de présence sur le territoire, la durée des droits, l'étendue des droits, c'est dans le terminal que ça doit être. C'est pas la jurisprudence actuellement n'est pas de charger votre carte vitale, puisqu'on va vers une dématérialisation. Merci beaucoup pour l'illettrisme numérique, les personnes âgées, les gens qui pourront jamais avoir un smartphone, etc., ou qui n'auront pas de réseau, qui pourront pas utiliser leur carte. Enfin bon, la dématérialisation à tout craint dans nos territoires ruraux, je parle des miens, ça va quand même créer un certain nombre de problèmes et de disparités. Déjà, on a des problèmes de non-droit, donc on dira sûrement un mot. Mais là, franchement, bon. Donc, si vous voulez, le problème de cette carte, c'est qu'en fait, il faut plutôt charger de données le terminal de l'assurance maladie pour que quand les gens viennent et que le pharmacien met la carte, il ait plus d'informations, notamment la présence sur le territoire, la durée des droits, etc. Bon. Donc, la biométrie, c'est nécessaire pour l'identification. Alors, je suis 1000% d'accord sur la biométrie, par exemple, pour les gens qui viennent chercher un visa dans nos consulats, ce qui n'est pas le cas. Bon. Donc il faut, je ne sais pas qui est rapporteur du budget aux affaires étrangères qui s'occupe des visas, il faut aller nous faire un petit contrôle sur pièce et sur place pour savoir pourquoi la semaine dernière ou il y a 3 mois, le consulat d'Istanbul a donné à un criminel de guerre dont si vous voyez la photo, vous n'avez pas envie de lui donner un visa Erasmus, lui a donné un visa Erasmus pour venir en France. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il a été arrêté à Marseille, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on l'a laissé rentrer. Il faudrait quand même savoir pourquoi. Donc si vous voulez, la biométrie, ça a forcément des limites dans le bon, mais la biométrie est utilisée dans la banque Carrefour de sécurité sociale en Belgique. Je pense que quand vous aurez vu son usage, c'est à ce moment-là, oui. Dans le système tel qu'il est aujourd'hui, il faudrait... Pourquoi j'ai voté la proposition ? J'ai voté la proposition parce que, qui n'arrivera jamais jusqu'à chez vous, je vous rassure, c'est parce que ça permettrait un réenrôlement complet. Ça permettrait un réenrôlement complet. Parce que la réalité sur ce nombre de cartes en surnombre, c'est qu'il faudrait réenrôler. Alors, Madame Boyer, vous me dites comment on peut avoir des cartes en surnombre, etc. Ben, vous faites un calcul, vous demandez à votre ami Charles Pratt, qui va vous faire une règle de 3 dont il a le secret, et vous allez voir qu'à partir du moment où vous avez un nombre de personnes vivant sur le territoire avec les chiffres de l'INSEE, que vous avez le nombre de cartes issues par la sécurité sociale, bon, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un système, encore une fois, je pars sous le contrôle de Carole Grandjean, parce qu'on a fait une table ronde des ambassadeurs européens. On avait 13 ambassadeurs européens au Sénat. C'est d'ailleurs en ligne, puisqu'on a filmé pour savoir comment l'Europe traitait la fraude. C'est quand même intéressant. Un 31 juillet, pour vous dire qu'on n'a pas chômé. Et tout le monde est venu, mais c'était très bien.
Et donc c'est en ligne, hein, sur la chaîne YouTube, enfin, vous pouvez trouver, je pourrais vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Alors, par exemple, les Roumains ont un système formidable, ils sont identifiés avec un numéro. Et donc ils peuvent changer de nom en gardant le même numéro. Mais nous, on est sur le nom, pas sur le numéro. Et comme on ne correspond pas avec les autorités roumaines ou pas assez, eh bien vous avez des gens qui ont plusieurs cartes. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et puis vous avez des gens qui partent à l'étranger, qui vivent à l'étranger, qui normalement n'auraient plus droit au régime de général, etc., et qui conservent leur carte, qui viennent se faire soigner, etc. Donc ils sont plus repérés comme étant, comme, si vous voulez, le lien avec le territoire. C'est ça la carte vitale en plus. Mais le problème, c'est que l'administration avoue des cartes actives. Si elles sont actives, c'est qu'il y a eu des paiements. Et c'est là que Harry Potter de la semaine dernière a tout son charme, parce que franchement, le lundi, elle vous dit, je reconnais, il y a quand même 2,5 millions. Bon, ça veut dire Goulet-Grandjean, allez, ils ont été un peu chauds, ils ont dit 5 millions. Ben, 2,6 millions cartes en plus, 2 millions cartes en trop, quand même on en a. Donc c'est faute avouée, à moitié pardonnée. Bah. Et puis le lendemain, parce qu'elle a probablement reçu un coup de téléphone amical, elle produit un document. Je veux dire, on est dans une commission d'enquête, parallélisme des formes, elle est sous serment. Je veux dire, elle ne peut pas vous dire par communiqué de presse, comme nous l'a dit à nous par communiqué de presse, qu'on était des menteuses, que c'était épouvantable, qu'on avait dit, etc. Il y avait, en septembre 2019, il y avait 59,4 millions de cartes actives, ce qui nous met 5 millions de cartes en trop. Et vous avez l'explication comme ça, c'est simplement des systèmes et de la fraude en réseau. Et de la fraude en réseau. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, pour les départements. Alors, les départements, notamment le RSA, c'est un tout petit peu plus complexe, je dirais. On a eu une aide très importante de l'Association des départements de France, et je dois remercier Dominique Bussereau, qui a envoyé un questionnaire qu'on avait rédigé avec Carole Grandjean et les services, et qui nous ont envoyé à peu près sur la moitié des départements français des réponses sur la façon dont ils traitaient la fraude. Évidemment, ça dépend de la couleur politique du département, parce que vous avez des départements qui ne chassent pas la fraude et d'autres qui la chassent, mais ça, c'est un problème de... Et puis, la fraude au RSA, c'est un peu compliqué parce que vous avez des gens qui en ont vraiment besoin. Et nous, notre position à la commission, dans le rapport que nous avons mené, c'était que la fraude sociale n'était pas une fraude de pauvres, qu'on n'allait pas chercher les gens qui allaient carotter un peu de RSA parce qu'ils en avaient besoin pour vivre, ou voilà, parce que c'était pas notre sujet. C'était pas notre sujet, et je demeure persuadée que ce n'est pas le sujet. Hein, je suis vraiment formelle là-dessus. Il y a des réseaux organisés, c'est pas une fraude de pauvres. Bon. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que vous avez 20% de la population qui ne va pas chercher les droits auxquels il pourrait prétendre. C'est le non-recours, ce qui est autrement grave pour notre société. Bon. Et puis, l'erreur de bonne foi, on l'a vu avec le défenseur des droits, il est hautement probable que la loi ESSOC n'est pas suffisamment appliquée aujourd'hui en termes de sécurité sociale et d'assurance sociale. Bon. Enfin, il faut quand même comprendre qu'on distribue, en termes de prestations, 450 milliards par an. Donc ça attise des appétits, c'est quand même assez normal. Surtout quand il n'y a pas besoin d'apporter des éléments justificatifs, ou que ces éléments justificatifs ne sont pas plus exigeants que ceux-là, avec la fraude qui est aujourd'hui, surtout la fraude documentaire, qui est très simple. Donc comment on peut arranger ça ? Je pense que les CODAF doivent être renforcés, on a fait quelques propositions là-dessus. Je pense aussi que les départements doivent travailler entre eux. Je pense qu'on a un gros travail à faire avec Dominique Bussereau, qui, à mon avis, est 100% favorable à l'idée. Donc, madame, je crois que je vous ai répondu sur les doublons de cartes. Sur le droit à l'erreur. Alors, sur la complicité, il y a de la fraude interne. La Cour des comptes note chaque année, évidemment, de la fraude interne. Et parmi la fraude interne, ce qu'on a eu quand même de plus extraordinaire, ça a quand même été à la caisse vieillesse, où quelqu'un qui est aujourd'hui à la retraite, donc je pense qu'il serait très content de venir vous parler, avait liquidé la pension de retraite d'un avionneur connu, qui évidemment ne l'avait jamais demandé, et donc avait ouvert un compte au nom de SD, avionneur connu, avait liquidé sa retraite, l'avait touché pendant quelques années, jusqu'à ce que quelqu'un se dise, attendez, SD, est-ce que c'est vraiment lui, tout ça il avait quand même perçu la retraite de SD, avionneur connu, pendant plusieurs mois, sans que ça attire l'attention au-delà de... Non, mais ça, c'est une réalité, hein, et c'est arrivé plusieurs fois. Bon. Et cette question de fraude interne peut se retrouver aussi, et ça c'est Carole Grandjean qui l'avait soulevé, dans ces maisons maintenant de services publics.
parce que entre l'illettrisme numérique, les gens qui n'utilisent pas l'Internet, l'ensemble des services qui sont utilisés aussi de façon dématérialisée, vous allez avoir des agents multifonctions qui vont aider des personnes à ouvrir une boîte mail, à ouvrir un compte, je sais pas, vieillesse, URSSAF, MSA, peu importe, etc., qui vont disposer des codes, etc. Et on ne peut pas complètement exclure non plus que là, on ait des mauvaises surprises. Bon, nous, on n'en a pas soulevé comme ça, mais enfin, ça fait partie du raisonnement, si vous voulez. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais ça, je pense pas que ça. Si vous voulez, chaque fois qu'on crée un système, on crée la fraude qui va avec. On l'a vu notamment sur la fraude aux cotisations des entreprises éphémères, etc. Chaque fois que vous allez alléger des procédures pour les entreprises, vous allez créer la fraude qui va avec. Mais que la fraude aille plus vite que le gendarme, c'est logique. Enfin, voilà. Donc, je crois que j'ai à peu près répondu à tout. Rappelez-moi si jamais j'ai oublié. Bon, je pense qu'effectivement, c'est bon. Je me tourne vers les collègues. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui souhaitent... Oui, Madame Trice, je vous en prie. À la bonne fois. Je vous en prie. Pardon. Oui, c'est concernant la bonne foi pour la. Enfin voilà, est-ce que vous avez une fourchette ou un pourcentage qui fait que, par exemple, pour les prestations sociales ou familiales, on va dire, enfin, je sais pas, il y a une majorité, c'est effectivement de la bonne foi parce que c'est mal compris ce qu'on demande, etc., ne serait-ce qu'entre des revenus en net, en imposable, etc., ou est-ce que vous pensez vraiment que ça reste de la fraude avec une complicité éventuelle? Moi, je crois beaucoup à la bonne foi pour vous dire la chose. Je pense que si aujourd'hui, ici et maintenant, sans portable, on vous demandait de remplir une fiche de paye, je crois qu'on serait absolument tous incapables de le faire. Bon. Et donc, on demande à des gens un certain nombre de choses, et je pense, et en plus avec un vocabulaire qui n'est pas forcément adéquat, avec des dispositifs, des aides tellement multiples. Alors, oui, il faut. Pardon, Monsieur le Président, vous permettez, je vais faire une petite parenthèse. Mais je vous en prie. Parce que quand même, on a eu un épisode extraordinaire. On a eu un expert, etc. Donc, au ministère de la Santé, au début, on a quand même communiqué, etc. Et puis, on était en réunion et j'ai demandé au ministère de la Santé, est-ce que vous pourriez nous donner une liste des prestations sociales avec les conditions d'attribution des dites, une liste, avec il faut 3 mois, 2 mois, un domicile, un acte de naissance, etc. Non, il n'y a pas de liste. Bon, il n'y a pas de liste. Non, il n'y a pas de liste. Alors, voilà. Donc, a priori, alors après, on a donc écrit en demandant est-ce que vous pourriez nous donner la liste des prestations et les conditions d'octroi. Et on a reçu un mail tout à fait aimable nous renvoyant sur Amélie, ce qui n'était pas exactement la réponse qu'on attendait. Ça veut dire que on a fait quoi? On a ouvert le code de la sécurité sociale, on a pris l'annexe, et on a commencé à toper l'ensemble des prestations. Alors, sans compter celles qui changent de nom, qui ont fusionné, etc. Bon, tout ça, c'est d'une complexité absolue. Le code de la sécurité sociale est devenu totalement illisible à dessein, à mon sens. Et donc, moi, je crois que vraiment, il y a une grande partie qui fait partie des erreurs de bonne foi, et je crois que la loi ESSOC, de ce point de vue-là, est quand même une très bonne chose, parce que, et puis en plus, pour des petites choses, vous avez par exemple des gens qui sont hébergés par leurs parents. S'ils déclarent un hébergement même d'une centaine d'euros, ils vont perdre d'autres types de prestations qui viennent. Enfin, tout ça. Et enfin, la complexité du. Enfin, vous venez d'entendre M. Gracieux, mais je crois que la complexité du système n'a rien à voir avec la réalité de la société d'aujourd'hui, ses différences, et puis son efficacité surtout. Parce que si on veut que ces 450 milliards constituent une efficacité, notamment pour réduire les inégalités, etc., ce qui est le fondement de la prestation sociale, c'est de réduire les inégalités. Si on veut qu'elles soient justement versées à qui de droit, je pense qu'il faut vraiment revoir tout ça. Donc, pour répondre à votre question, mon sentiment intime, c'est que oui, franchement, je pense qu'il y a des erreurs de bonne foi.
Et encore une fois, la loi ESSOC doit être probablement mieux explicitée. On avait parlé d'un guide aussi du bénéficiaire d'aide pour bien leur expliquer, pour bien expliquer comment ça se passe. Des guides adaptés, pas forcément des guides en ligne, parce que de toute façon, il y a des gens qui n'ont pas en ligne, donc des guides matériels. Et puis, vous avez la disparition du contact physique, parce que c'est aussi ça, la fraude documentaire. C'est que tout se passe sans vis-à-vis. Donc, à partir du moment où vous n'avez plus de vis-à-vis avec entre les bénéficiaires et les gens qui distribuent les prestations, vous perdez ce contact-là. Et si vous attendez dans une caisse de sécurité sociale, d'assurance maladie, etc., d'être reçu par quelqu'un qui va vous expliquer comment ça marche, vous allez plus vite renoncer. C'est exactement ce qui se passe avec le non-recours. Donc, encore une fois, hein, je ne crois pas du tout à la fraude de pauvres, je crois beaucoup à l'erreur. Je suis... très offensée, très peinée, trop. Je trouve qu'il y a un déni de droit dans le non-recours, qui est une chose pesante pour une société très fragile. D'ailleurs, on a auditionné la Banque alimentaire, évidemment le défenseur des droits. On s'est aussi préoccupé de cette fragilité de la société, parce que tout le monde nous dit la fraude sociale. Évidemment, vous allez chercher la fraude sociale, vous n'allez pas chercher la fraude fiscale, mais c'est pas fromage et dessert. Je veux dire, c'est de la fraude aux finances publiques des deux côtés. Elle est évidemment moins spectaculaire, mais c'est quand même le même argent qui ne va pas à ceux qui en ont besoin. Voilà, donc c'était ma vision. Oui, Monsieur Lozana, vous souhaitiez poser du une coup, deuxième votre question. intervention, excusez-moi, m'a fait revenir quelque chose en tête. Sur le versement social unique dont on a pas mal parlé, ça pourrait être une réponse, alors à la fois pour amenuiser la fraude, me semble-t-il, mais de l'autre côté aussi, ça pourrait servir au non-recours. C'est-à-dire que si les choses sont plus simples, il y a peut-être plus de gens qui pourraient... voilà. Mais d'après ce que vous dites, ça va être quelque chose de très compliqué, parce que si même le ministère n'arrive pas à vous donner la liste des prestations avec ce qui se passe, on peut être un peu choqué quand même. Voilà, quoi. Donc c'est un élément sur lequel certains travaillent, sur le monde social unique, mais est-ce que vous voyez donc quelque chose de possible et qui fasse avancer les choses ? Écoutez, là, je pense que je ne suis pas suffisamment spécialiste pour vous donner une réponse. Je pense que... il y a une énorme inertie du système. Et alors, je ne sais plus si c'est le RNCPS ou le RNCPC, peut-être le RNCPS, où on a dû introduire une donnée supplémentaire. Je crois que ça a mis 5 ans, qu'il a fallu 3 rappels de PLF avec ça. C'est-à-dire qu'on va vous dire, techniquement, c'est très compliqué, très compliqué, c'est très compliqué, très compliqué. Enfin, c'est très compliqué, il faut le faire. Voilà. Donc, moi, je crois que le système est grippé. Et ce grippage constitue ça. Alors, évidemment, la prestation unique, encore, il faut la valider avec tout un tas de choses, etc. Bon. Moi, je crois qu'on a des choses plus urgentes à faire. Non pas que ce soit pas urgent, mais je crois qu'il faut déjà corriger le système tel qu'il existe. Et quand on a vu notamment le système belge, où il y avait je ne sais plus combien de systèmes différents qui ont réussi à l'unifier dans des conditions absolument idéales, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire pareil. Je crois qu'il faut que les gens qui ont des droits les touchent et que ceux qui n'en ont pas cessent de les toucher. Ça, c'est quand même un minimum. Je pense qu'il faut une responsabilité des gens qui sont au poste de responsabilité. Je crois que quelqu'un qui... Et puis, il faut donner du suivi à des rapports absolument formidables qu'on a de nos services, IGAS, IGF, qui font un travail formidable et pour lesquels les rapports demeurent lettre morte. C'est aussi une raison pour laquelle je trouve formidable cette commission d'enquête, parce que je pense que ça va faire prospérer les choses. Il y a quand même des mesures à prendre qui sont d'une urgence absolue. Et qui n'ont pas pu tout être votées dans le PLF SS cette fois-ci pour X raisons. Et puis, il y a une partie des cadres, et il y a une espèce de vox comme ça, il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de fraude. Ah ben si, il y a de la fraude. Et moi, je suis désolée, mais je trouve un peu dommage qu'on ait besoin de valeurs actuelles toutes les semaines pour nous rappeler qu'il y a de la fraude sociale. Je veux dire, c'est quand même un sujet démocratique. C'est un sujet dont il faut s'emparer pour ne pas le laisser éventuellement à des gens qui en font un mauvais usage. Et c'est exactement ce qui s'est passé notamment avec le rapport sur le Sandia du Sénat, qui me semble pas conforme à la réalité.
Ça me permet de faire le lien, Madame la sénatrice, avec ce que, notamment le Sandia. Vous avez indiqué que finalement, il y a une sorte de contraste. Il y a d'un côté ce que fait la police de l'air et des frontières, avec des méthodes avérées, efficaces, etc. Et vous disiez, en fait, un dispositif très différent du côté du Sandia. Nous avons l'intention d'aller sur place pour là aussi pouvoir évidemment non seulement constater ce qui se passe, mais aussi interroger. Est-ce que vous pensez qu'il y a des... Enfin, d'après vous, quels sont les points sur lesquels, lors d'un tel déplacement, nous devons insister? Moi, je crois, monsieur le Président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes allés au Sandia, mais on a fait des constatations. Elles valent ce qu'elles valent. Mais il faut faire des réquisitions, c'est-à-dire il faut prendre un état civil, il faut demander un dossier pour voir quels sont le type de prestations qui ont été versées sur ce type de dossier. Moi, je pense, puisque le Sandia, on le rappelle, c'est l'inscription, l'enregistrement dans nos systèmes, c'est la clé d'entrée. C'est pas le paiement immédiat, mais c'est la clé d'entrée, hein, sur lequel il y a eu beaucoup de choses de dites et franchement des choses litigieuses. Moi, je pense que sur ce Sandia, la première chose à faire, c'est probablement d'entendre les responsables et puis de demander des réquisitions. C'est-à-dire que l'ordinateur vous sorte des paiements sur... alors, j'ai 4-5 questions écrites auxquelles il n'a jamais été répondu pour des accords. Puis, je crois que ce qui serait quand même très éclairant, parce qu'on n'a jamais réussi à le faire pour plein de raisons, c'est par exemple que le rapporteur général du Sénat, qui a été en charge d'un rapport, parce que tout ça est une histoire un peu longue du Sandia, puisse être auditionné par exemple en même temps que Charles Pratt. Nous, on avait auditionné un commissaire Fougeret, qui s'occupe de la fraude à Bruxelles, mais qui a créé le CODAF, etc., qui a dressé dans l'audition qu'il nous a donnée, qui a critiqué le rapport techniquement, qui n'est absolument pas la route. Et vous avez dans le rapport du Sandia un copier-coller de ce que dit Madame Lignot-Leloup dans notre audition à nous. C'est un copier-coller. Il n'y a pas de différence. Voilà. Donc je pense qu'il faut sortir de cette omerta-là. Je pense qu'il faut en sortir. Donc, à mon sens, une audition Fougeret, Van Dierenberg ou Pratt Van Dierenberg aurait probablement quelques avantages. Pardon, je me permets du coup de rebondir. Vous avez utilisé le terme d'omerta. À votre avis, elle concerne quoi, cette omerta? Parce qu'en fait, le vrai sujet, il est là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui du coup, n'est pas explicité, qui mérite de l'être? Alors, on a évoqué... moi, je pense qu'omerta est un mot juste. Je pense qu'on a explicité plusieurs fois des centenaires, etc. Bon, on a les centenaires algériens, c'est une vieille histoire, ça nous remonte, ça remonte à une histoire, n'est-ce pas? Bon, je pense que notamment toute cette fraude sociale... encore, on ne parle pas du tout de la ME et tout ça. Hein, on n'est pas du tout dans ce... Encore une fois, on n'est pas du tout là-dedans. Je pense que toute cette fraude, pas seulement dans l'esprit, mais aussi dans la façon dont elle est retranscrite, et pas forcément de la meilleure façon, une fraude liée à l'étranger. Bon. Après, il y a beaucoup de Français qui sont capables de frauder tout seuls. On n'a pas besoin de gens extérieurs à la nationalité française. Donc je pense que pour éviter un débat nauséabond, qui finalement est encore plus nauséabond, on finit par cacher un certain nombre de choses. Et puis, le système fonctionne comme ça. Je veux dire, à partir du moment où personne n'a de responsabilité en termes de compte, à partir du moment où la Cour des comptes... Quand la Cour des comptes dit il y a une fraude de temps, la Caisse d'assurance maladie dit la Cour des comptes comprend rien, c'est pas du tout comme ça qu'on fait, c'est pas du tout... Personne comprend rien à part eux, de toute façon. Il n'y a qu'eux qui comprennent, il n'y a qu'eux qui ont raison. Donc comme ça, c'est vite réglé. Vous voyez ? Donc, il faut un expert informatique pour aller vérifier les ordinateurs. Il faut rester là quand on fait les réquisitions. Il faut casser Vous avez une audition qui était tout à fait intéressante, qui c'est celle de Tracfin. Parce que quand même, la cellule qui s'occupe de la fraude fiscale et
la lutte contre le blanchiment du terrorisme, qui est quand même le nerf de la guerre de la fraude, qui est quand même un organisme hyper respecté, qui est extrêmement technique, qui n'est pas politique, etc. Tracfin, depuis quelques années, consacre une partie à la fraude sociale. Parce que la fraude sociale sert aussi à la fraude fiscale, au blanchiment, au financement du terrorisme. Il y a notamment dans le dernier rapport tout un réseau ukrainien extraordinaire dans le cadre d'une fraude à la péniche tout à fait un cas d'école. Mais il y en a plein. Donc si vous voulez, pourquoi est-ce que Tracfin d'un coup s'occupe de ça? C'est bien parce qu'il y a un problème. Et comme personne n'en parle, et comme nous sommes des parlementaires, une fois que vous avez posé une question écrite, une question orale, vous passez à autre chose, etc., il faut juste qu'on ait un peu de voix un peu plus longtemps, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, pour arriver à casser le système. Et comme en plus les responsables des organismes ont tous travaillé ensemble, viennent tous du même secteur, et sont à des responsabilités éminentes, je pense que jusqu'à maintenant, personne n'a jamais demandé des comptes, et que forcément, quand on vous a jamais demandé de comptes, ça pose des problèmes quand on finit par vous en demander. Voilà, donc je pense qu'il y a une omerta, et puis il y a aussi la clé des ordinateurs, il y a la clé des systèmes, on peut vous sortir des fichiers jusqu'à demain matin si vous avez personne qui sait les lire, donc voilà, il faut auditionner les gens qui étaient au service des fraudes, parce que vous avez une différence. Et ça, je crois que, encore une fois, je parle sous le contrôle de Carole Grandjean, mais vous avez une différence extraordinaire entre les inspecteurs de terrain et les directions. Les inspecteurs de terrain, ils sont là, et ils nous disent, mais il se passe pas ça, ça et ça. Et quand vous remontez, ah ben non, il n'y a pas de fraude. Hashtag, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de fraude. Mais il y a de la fraude quand même. Donc, je pense qu'il faut casser ce système, et que ce soit sur la vieillesse ou la maladie. Je pense que la vieillesse... Voyez le, comment il s'appelle, Excelsium, par exemple, qui va vous expliquer que 25% ou 30% des bénéficiaires sont retrouvés au cimetière. Il y a quand même un problème, parce qu'il a fallu que les organismes d'assurance complémentaire, aient recours à des entreprises privées pour aller voir si les gens étaient toujours vivants. Alors on avait pensé à un moment ou à un autre dans le rapport appliquer aux prestations sociales, enfin aux caisses en tous les cas, quelque chose qui ressemblerait à la loi Eckert, c'est-à-dire une preuve de vie, parce que c'est aussi de ça dont on parle. Alors évidemment, c'est très compliqué, c'est très compliqué, on ne peut pas faire ça, c'est très compliqué. D'accord, enfin vos banques le font tous les ans. Donc, avec un billard à 3 bandes, on s'est dit, bon, alors on va proposer, parce qu'on n'oblige rien, on va proposer les versements des prestations, même pour les gens à l'étranger, transitent par un compte en France. Car si on transite par un compte en France, la banque française qui va percevoir la prestation va pouvoir bénéficier de la loi Eckert, et donc on va savoir si les gens sont morts et vivants, ce qui était quand même pas une mauvaise idée. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Bon, là, c'était quand même une idée, l'idée de preuve de vie, alors par la bande, par une espèce de loi Eckert, ou par le compte qui est un compte de transit en France. On peut parfaitement arranger ça avec un certain nombre de banques. Je pense que ça poserait rigoureusement aucun problème, d'autant qu'il n'y a aucune raison de priver les travailleurs qui ont travaillé en France et qui passent leur retraite à l'étranger de bénéficier de leur argent. Je veux dire, je suis pas inquiète pour les banques. Je suis sûre qu'on pourrait négocier quelque chose pour qu'il y ait un compte de transit de façon à ce qu'on puisse surveiller ce genre de choses. Bon, c'est quand même assez invraisemblable qu'on puisse pas avoir des preuves de vie et que M. Ourliac, je cite mes sources, nous explique qu'il y a 1 600 000 réputés vivants, 1 500 000 réputés morts. Enfin, il faut quand même qu'on sache qui est mort et qui est vivant dans ce pays. On est quand même dans la France du 21e siècle, on devrait pouvoir savoir. Donc tout ça, si vous voulez, fait partie du même marigot. Je ne vois pas un autre mot que l'omerta, parce qu'en plus, il n'y a pas de profit personnel pour les gens qui font de l'omerta. C'est simplement qu'on évite de les déranger pendant la sieste. Je ne sais pas. Je pense que pour les caisses de sécurité sociale considèrent qu'elles sont là pour payer et que ce n'est pas leur métier. Alors, évidemment, tout le monde fait des programmes sur la fraude, nous annonce des chiffres extraordinaires de lutte contre la fraude, etc., qui sont vérifiés par personne. Parce que c'est aussi ça un problème, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, c'est que vous n'avez pas de contrôle externe.
les caisses d'assurance maladie, de sécurité de vieillesse, la CAF, etc., organisent leur propre contrôle interne. Oui. Bon, admettons, effectivement, vous trouvez des fraudes. Donc, il y a des fraudeurs, on les constate. Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, j'imagine que ça remonte aux directions. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'on récupère l'argent de tous ces centenaires qui finalement sont morts depuis quelques mois, voire quelques années? Et est-ce qu'on fait toute cette procédure-là? Et ensuite, est-ce que ça réveille un peu peut-être les directions qui pourraient se dire, tiens, on pourrait peut-être mettre un critère supplémentaire, ou est-ce qu'ils s'en fichent, quoi? C'est de l'argent public, c'est pas le leur. Donc, je veux dire, quelque part, c'est une complicité finalement. Enfin, moi, mon avis est arrêté sur la façon dont ça se fait, mais je ne vais pas vous le livrer tout de suite, quoique je me sois déjà pas mal exprimée. Alors, c'est extrêmement simple, mais vous allez recevoir des magistrats, vous allez voir. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, une fraude au RSA ou une fraude quelconque, en général, l'argent est déjà dépensé. Et donc, le temps d'engager des poursuites avec le système judiciaire tel qu'il est, vous avez d'ailleurs un chapitre sur les tribunaux dans le rapport qu'on a fait avec Carole Grandjean, c'est que non seulement les tribunaux sont évidemment surchargés, pour des sommes qui sont quand même pas très importantes, donc on finit par pas poursuivre. Et quand on poursuit, on trouve quoi? Un réseau de Roumains à Marseille qui a plombé la caisse d'assurance maladie avec des fausses grossesses pour 1,9 million, un autre pour 1 million. Ah oui, mais c'est partout dans les... Quand on arrive à... Mais ce 1,9 million, est-ce qu'on va le récupérer? Probablement jamais. C'est pareil avec les réseaux d'entreprises éphémères qui peuvent monter extrêmement haut et qui en plus violent la concurrence sur nos territoires, ce qui n'est pas rien non plus, avec des cotisations pas payées, parce que aussi on a l'aspect qui fracasse évidemment les prestations, c'est les cotisations qui sont la spécialité de Carole Grandjean, mais voilà. Donc moi je crois que le système est tel que finalement les poursuites sont inefficaces. Il y a une espèce d'impunité liée à l'ensemble du système, puisque de toute façon notre système judiciaire il est à moitié aussi grippé que le reste. Et vous voyez comment ça se passe. Les tribunaux sont surchargés. Vous n'allez pas aller poursuivre quelqu'un pour 900 € ou 1 000 € ou 2 000 €. Alors, il se passe une chose formidable. Vous avez un certain nombre de caisses. C'était quoi donc une aide à la PH ou je ne sais plus, une aide personne handicapée, je crois, mais je ne suis pas sûre. Hein. Pardonnez-moi, je n'ai pas de parjure, je suis plus sûre. Enfin bon, la caisse remarque qu'une aide a été versée et qu'elle a été versée à tort. Donc, on l'a d'ailleurs signalé dans le rapport. Je me souviens plus si c'est... Enfin, j'ai plus la terminaison exacte, la terminologie exacte de l'aide. Mais enfin, le système était celui-là. Vous avez une caisse qui a versé une prestation dont elle s'est rendue compte après 3 ou 4 mois qu'elle était indue. Donc, elle va la suspendre un tout petit peu, puis elle va la réattribuer et va prélever l'indu sur la nouvelle prestation. C'est-à-dire, en clair, la fraude va rembourser la fraude. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de caisses qui ont un taux de recouvrement très important, puisqu'ils continuent à verser en prélevant, puisque la deuxième prestation va rembourser. Et c'est pour ça qu'on a proposé à de nombreuses reprises dans le rapport et sur un certain nombre de prestations des délais de carence. Voilà. Et donc, non, je crois qu'il y a un système qui est vraiment d'une complexité extrême, dont les gens tirent profit, et sur lequel on a pourtant des administrations extrêmement compétentes. Et je pense que l'audition de Tracfin devrait être une révélation quand même. C'était fracassant. Oui, nous les auditionnons la semaine prochaine, donc c'est vrai qu'on pourra le faire. Je vais repasser la parole à Monsieur Brindeau, notre rapporteur. Oui, on a évoqué, et ça fait écho à ce que le collègue Lozana posait comme question tout à l'heure on a évoqué l'Afrique centrale comme étant une zone à risque liée à la fraude documentaire. Vous avez cité l'exemple de la Roumanie sur la problématique nom et numéro. Est-ce que vous avez pu percevoir dans la mission que vous avez réalisée une espèce de géographie des zones à risque d'une part, et également une géographie de la fraude en France? On sait évidemment qu'il y a une grande disparité de versement de prestations sociales dans les régions, y compris métropolitaines et puis territoires d'outre-mer, bien sûr, etc. Est-ce qu'on peut percevoir qu'il y a quelque part des zones
qui sont favorisés par ces fameux réseaux organisés de fraude, ou est-ce que c'est assez difficile à percevoir? Je crois bien qu'on a demandé, je crois bien qu'il y a un amendement qui est passé dans le PLFSS sur ce sujet. La DLNF doit tenir ça probablement sur la géographie. Moi, j'ai pas de souvenir. Sur la géographie nationale, en tous les cas. Il y a ça dans un des tableaux de la DLNF sur un document qui doit s'appeler la typologie de la fraude, qui est une espèce de vade-mecum de comment frauder nos systèmes, mais fait par la DLNF, donc ça, c'est quand même très utile. On en reprend, je crois, une partie dans le rapport. Et puis, en ce qui concerne la fraude géographique, là aussi, il y a une chose qui est extrêmement intéressante, c'est que vous n'avez pas forcément de coïncidence entre un pays et la nationalité qui est utilisée pour frauder. Vous avez... je prends un exemple, c'est pas un cas précis. Vous pouvez avoir des Irakiens, des Égyptiens, etc., qui utilisent une nationalité syrienne, parce qu'en ce moment, c'est plus facile. Vous pouvez avoir, etc. C'est-à-dire que parfois, la nationalité du fraudeur n'a rien à voir avec la nationalité utilisée pour frauder. Vous avez tout un tas d'États qui sont des États, des zones grises. Vous avez la Tchétchénie, vous avez des tas de pays d'Asie centrale, vous avez tout un tas de pays. Et je pense que la PAF vous expliquera ça avec, évidemment, des alphabets improbables, etc., ou en tous les cas difficiles à cerner, voilà, où on ne peut pas vérifier. Bon. Donc là aussi, comme les fraudeurs sont très créatifs, il peut y avoir une dichotomie entre la nationalité utilisée pour frauder et la nationalité du fraudeur. Ça arrive tout le temps. En ce moment, je pense que la nationalité syrienne est bienvenue parce que chacun sait que l'État n'est pas en état de justifier quoi que ce soit. Et vous avez beaucoup de gens qui utilisent cette nationalité-là pour frauder, alors que bon, il y a beaucoup de pays en ce moment. Alors l'Afrique de l'Ouest, mais l'Afrique de l'Ouest, c'est pas forcément pour frauder, c'est qu'il n'y a pas d'état civil. Donc mathématiquement, il va falloir qu'on nous explique et qu'on nous explique comment des actes arrivent en étant fiables de pays où il n'y a pas d'état civil fiable. Et vous pouvez, on a auditionné, enfin on a interrogé quelques ambassadeurs en poste et qui confirment qu'il n'y a pas d'état civil fiable. Donc je veux dire, les états civils fiables de pays de départ, des états civils qui ne sont pas fiables dans les pays de départ, peuvent pas devenir des états civils fiables une fois qu'ils arrivent à la porte du Sandia. Je veux dire, il va quand même falloir qu'on nous explique. C'est pas possible. Voilà. Et c'est pas une question. Il n'y a pas d'imputation de fraude là-dessus. Il y a juste le système qui et puis il faut savoir ce qu'on veut faire avec cette situation. Et je pense que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Oui, Madame Trice, je vous en prie. Excusez-moi, si je peux me permettre, c'est vrai que s'il parle de nationalité syrienne plutôt qu'une nationalité, je ne sais pas, albanaise par exemple, c'est parce qu'on sait très bien que les Syriens sont des pays de guerre et qu'il sera plus facilement un réfugié politique que s'il est albanais ou que s'il est croate ou que s'il est roumain ou géorgien. Voilà, donc je crois que c'est même pas effectivement, là on sort un peu quand même de la fraude aux prestations sociales, c'est simplement parce qu'il y a des pays qui sont en guerre et que quand les gens y viennent de ces pays-là, a priori ce sont, voilà, c'est pour leur survie. Oui, non, mais je ne parle pas des réfugiés syriens. Je parle de gens qui utilisent la nationalité syrienne. Mais ce n'est pas pour être réfugié politique. C'est pour frauder. Non, je ne parle pas des réfugiés qui ont un statut de réfugié, qui le méritent et qui le doivent. Et la France leur doit, évidemment... Non. Je parlais de la Syrie. Parce que les pays en guerre, par définition, n'ont plus un état civil aussi fiable que les pays qui ne le sont pas. Et si vous allez à Istanbul ou à Ankara, il y a un certain nombre d'endroits connus que notre ambassade et que notre consulat nous avaient montrés à l'époque, où on a un trafic de vrais faux passeports, enfin de passeports authentiques qui sont utilisés pour autre chose. Non, je reviens pas du tout sur le droit d'être. Non, ça, c'est pas du tout le. Je crois qu'on a mené cette mission avec une vraie transparence de ce point de vue-là, c'est-à-dire pas de stigmatisation, pas de hashtag, pas d'amalgame, mais pas de profil de pro. Enfin, pour nous, c'était clair, quoi. Enfin, je pense. Oui, Madame Grandjean, je vous en prie.
Madame la sénatrice, chère Nathalie, merci Monsieur le Président. J'aurais simplement souhaité vous entendre sur les acteurs que nous pourrions auditionner sur le partage de données, qui était un sujet qui évidemment a largement été travaillé ensemble. Sur notamment, vous avez cité la banque Carrefour de sécurité sociale, mais en France, certains acteurs commencent à avancer sur le partage de données. On a largement abordé le RNCPS, mais plus largement, ce qu'on a encore peu fait dans le cadre de ces auditions qui viennent de démarrer, vous l'avez compris, la déclaration sociale nominative, les différentes sources de partage de données que vous souhaiteriez, ou en tout cas que vous identifiez comme des leviers de prévention de la fraude et évidemment d'automatisation de la lutte contre la fraude, qui est, je crois, peut-être que vous le partagerez, mais deux enjeux majeurs. Oui. Alors, on en a auditionné un ou deux. Je crois d'ailleurs que c'est Madame Grandjean qui les a auditionnés seule. Je crois que j'étais pas là. Dont le nom m'échappe là, mais qu'on va retrouver dans une minute. Mais il y a des acteurs maintenant il y a par exemple Alpha pour les assurances complémentaires, les mutuelles, parce qu'il y a aussi la fraude aux mutuelles. J'ai pas, là, je sais pas, j'ai pas de nom à citer, mais je crois que l'état des lieux précis, bon, on vient, d'après ce que j'ai compris et ce que j'ai lu sur la porte, M. Gratien sort d'ici. Vous avez aussi un certain nombre d'IGAS et d'IGF qui ont fait beaucoup de rapports sur le partage de données, dont on n'a absolument rien tiré. Mais pour bien partager les données, il faut déjà avoir une base qui soit fiable. Et il faut aussi que la coopération se passe bien. Donc, sur les acteurs à auditionner, moi, j'ai vraiment pas d'idée particulière ni de suggestion de société. Il y a beaucoup de sociétés maintenant qui travaillent là-dessus. Vous avez beaucoup de gens qui font du data mining. Vous avez beaucoup de sociétés. J'en ai pas qui me viennent à l'esprit, à part celles qu'on avait auditionnées, dont le nom m'échappe évidemment. Mais Carole Grandjean est là, donc on va pouvoir se renvoyer la balle tranquillement. Non, je crois que il faut d'abord établir le schéma. Il me semble qu'il faut d'abord établir le schéma vers lequel on veut aller. Et c'est la raison pour laquelle, tout à fait dans le propos liminaire, j'ai parlé de la banque Carrefour. Parce que la banque Carrefour, c'est vraiment le nec plus ultra de ce qu'on peut obtenir. Et partant de ce qui existe, de ce qui a été fait ailleurs, dans un contexte au moins aussi complexe que le nôtre, avec en plus un problème de bilinguisme, avec des tas de régimes, avec des réticences, avec etc. Quand on voit le résultat auquel ils sont arrivés, ensuite on pourra je pense qu'il sera plus facile de comparer avec le système qu'on a nous et de voir comment on peut avancer. Alors, Madame Buzyn, à l'époque, on lui avait proposé présenter le rapport, disait mais on avance dans le partage, etc. Mais c'est une opinion qui est juste personnelle. Moi, je pense qu'il faut un état des lieux extrêmement solide, parce que quand vous allez dresser la liste des prestations ou la liste des, par exemple, la PAF ou la DLNF va pouvoir vous dresser le nombre de fichiers qui existent, qui ont tous des contenus différents, des droits d'accès différents, des interconnexions différentes, avec des interfaces, pas d'interface, etc. Quand vous allez avoir ça, comme a dû vous l'expliquer M. Gracieux en face de vous, vous allez vous dire on n'est pas sorti de l'auberge. Donc moi, je crois qu'il faut d'abord un état des lieux très clair et voir quelles sont les données importantes à échanger. Alors on a le dites-le nous une fois, on a tout un tas de choses, etc. Bon. Et donc je crois que partant de l'état des lieux du système français, du point d'aboutissement le meilleur qu'on puisse avoir, qui me semble, je pense que Carole Grandjean partage, la banque Carrefour, parce qu'il faut quand même savoir que toutes nos administrations, la moitié des parlementaires depuis plusieurs générations, vont faire un petit tour à Bruxelles, visitent la banque Carrefour, reviennent et il ne se passe rien.
Donc Carole Grandjean et moi avons décidé de faire venir à Paris pour une audition. Les gens des services ne sont pas forcément venus parce que forcément c'était un peu compliqué pour eux de voir ça. Mais je pense que c'est vraiment l'idéal. Et une fois que vous avez la projection idéale, après on peut voir. Il y a des tas de sociétés qui s'occupent de ça maintenant en termes de partage de données. Mais j'ai pas de. Là franchement, j'ai pas de nom maintenant de personnes à auditionner. Je pense que le diagnostic va être suffisamment clair quand vous l'aurez fini. Et puis surtout, d'avoir quelqu'un qui vous cite bien l'ensemble des fichiers que nous avons, leur contenu, leurs conditions d'accès, les interfaces, et puis les possibilités techniques, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que parfois, la capacité technique des ordinateurs n'est pas forcément extraordinaire, sans compter la CNIL, qui peut aussi avoir des positions qui nous avaient semblé quand même très encourageantes à partir du moment où elle est associée au dispositif d'échange. Et c'est en cela que l'histoire de la Banque Carrefour de Sécurité Sociale belge est intéressante, parce qu'il n'y a pas de stockage de données. Il y a juste un réaiguillage en fonction des besoins. Et ça, je pense que alors ça utilise la biométrie, ça utilise tout un tas d'éléments, mais ça ne stocke pas les données. Donc il y a une CNIL belge qui a donné son accord pour cette chose. Donc là, merci de m'avoir collé. C'était bien. C'est pas grave, je suis sous serment, je ne peux pas dire des bêtises. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Vous voyez, il est 19h59. En tout cas, merci infiniment pour votre présence. Merci aussi pour la franchise et la clarté de vos propos. Nous allons clore cette réunion de la commission et nous poursuivrons la semaine prochaine, d'ailleurs, avec entre autres l'audition des responsables de Tracfin, puisque justement c'est l'un des sujets sur lesquels ça nous permettra d'avoir leur expertise. Merci beaucoup et bonne soirée.